Je crois qu'au niveau de la victime, les téléspectateurs ont déjà eu quand même une idée de quoi il s'agit oui. dans cette œuvre. Oui. Bon, maintenant, moi, ma préoccupation, parce que c'est un regard croisé entre les deux œuvres, oui. Est-ce que finalement, les deux auteurs, Yves-Emmanuel Dogbe et Rita Vincent Amenda, ont la même approche de l'amour face au racisme, bon, au tribalisme? Pour Dogbe, l'amour est même la solution du racisme. Voilà. La solution même du racisme, c'est l'amour. Voilà. D'abord, dans le roman, vous allez voir qu'aucune... L'amour HF surtout. Oui. L'amour HF. L'amour Eros voilà. Est la solution du racisme. Vous allez voir que dans le roman, dans la nouvelle... Oui. Dans le roman de Dogbe plutôt. Dans le roman de Dogbe, la victime, voilà. Aucune femme n'est raciste. C'est ça. Ce qui est quand même un peu discutable. Bon, voilà, hein, c'est ça. Ni Rosalie, la secrétaire, et amant et maîtresse de Éloi Delca, voilà. Ni Solange qui va se suicider, voilà. Ni Madame Moulineau, ni la mère de Maryse, voilà. Celle que Pierre va épouser après, on va voir ça dans le roman, en France. Aucune des femmes n'est raciste. Voilà. Hein? Aucune des femmes n'est raciste. Ensuite, les mariages entre les couples mixtes là oui. Ont permis de rapprocher les races. Voilà. Hein? Voilà. Le mariage entre Pierre et Maryse, comme je l'ai dit, voilà. Et le mariage entre et surtout le mariage entre Delca, Éloi Delca et sa maîtresse voilà. A produit une métamorphose chez Delca. Lorsque l'autre là va rentrer, et Solange, voilà. La blanche, qui était sa maîtresse dans les tropiques, voilà. Va rentrer à Paris, et les deux vont se marier, et ça va provoquer voilà. Une grande métamorphose, une voilà. Conversion de la dure mentalité voilà. De Éloi Delca. C'est parti du couple Pierre-Maryse et de la réaction oui, bien sûr. Des parents de Maryse oui. Qui ont fini par éveiller. Oui. Mais ce mécanisme, voilà. L'auteur aurait pu même le faire suivre, mais il ne l'a pas montré. On n'a pas vu le mécanisme qui a fait que ce malade grave du racisme, voilà. Qu'est Éloi Delca, tout d'un coup, voilà. Par la magie du mariage, avec une blanche antiraciste, est devenue, n'est plus raciste. Ce mécanisme, l'auteur ne l'a pas montré, mais... Non, il a quand même touché, hein, parce oui. Que là, je crois que quand je vais lire un extrait, oui. Je crois que les téléspectateurs vont comprendre, oui. Et ça va te situer aussi. Oui. Et le pouvoir de l'amour. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que l'auteur dit? L'amour change tout. Oui. Lui seul a la vertu d'opérer chez l'homme la métamorphose la plus inattendue. Oui. Voilà. Il suffit qu'il apparaisse dans le cœur de l'individu, qu'il s'empare de chaque fibre de ses sens pour que tout l'être se transforme. Il est comme une lumière. Il est la lumière. Aussitôt qu'il arrive, toutes les ténèbres, les fantasmes les plus vifs, les idées les plus saugrenues se dissipent pour de bon. Et c'est ce que Éloi Delca a dit. Ce que tu as dit, je suis d'accord. Oui. En règle générale, voilà. C'est l'amour qui donne la lumière. Bien entendu. Que ce soit l'amour HH, voilà. L'amour filial, voilà. Ou l'amour HF, l'amour Eros. Voilà. Hein? Voilà. Souvent, c'est l'amour qui donne aux hommes la lumière. Bien entendu. Hein? On a de grandes idées sur quelque chose, parfois des idées très négatives. Bon. Mais lorsqu'on commence à être piqué par l'amour, voilà. C'est des idées qui s'écroulent. C'est ça. L'homme, c'est comme ça. Voilà. Mais ce que vous avez dit, c'est valable pour le mariage de Maryse et Pierre. Et Pierre. Voilà. Parce que c'est un couple mixte. Oui. Mais
l'auteur ne m'a pas montré par quel mécanisme un couple qui n'est pas mixte, voilà. Une qui est simplement antiraciste, la femme, voilà. Qui est Rosalie, voilà. Son mari avec un raciste radical, hein, invétéré. Voilà. Le simple fait que l'une se déplace vers l'autre, voilà. En France, et par magie, on voit que Éloi Dakar change de mentalité. Ce mécanisme-là, ce que moi j'aurais aimé, voilà. C'est que l'auteur nous explique les méandres, le mécanisme de cette métamorphose-là. D'abord la séparation. Oui. Parce que quand il était en Afrique, oui. C'est le Kundala. Oui. Bon, pour lui, Rosalie était juste maîtresse. Oui. C'était une relation purement sexuelle. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, avec la séparation, oui. Et en voyant oui. Les effets oui. De l'amour entre Pierre et Maryse. Oui. Mais ils ne sont pas ensemble. Bon, non. Ils ne sont pas ensemble. Non, ils sont ensemble parce qu'il rend visite oui, aux parents de Maryse. Et c'est là qu'il a retrouvé. Et le Kundala dont tu parlais au début, voilà. C'est justement Pierre Johnson. On peut faire tout un débat là-dessus. On peut faire tout un débat là-dessus. Donc l'éloignement a fait qu'il a réalisé l'amour qu'il a pour Rosalie. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a tout fait pour la faire revenir en France. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Là, il peut y avoir tout un débat là-dessus. C'est très intéressant. Hein? On peut faire le débat dans ce sens voilà. Jusqu'à demain matin. Voilà. On peut continuer hors antenne. Voilà. Mais chez Amenda, voilà, c'est pas la même approche. C'est ça. Comme tu me l'as demandé. Voilà, tu m'as demandé si c'est la même approche. Voilà. Non, c'est pas la même approche. C'est chez Amenda, le mariage, enfin l'amour entre hommes et femmes est plutôt un front de guerre. C'est voilà, le voilà. Point d'exacerbation voilà. Même du racisme. Voilà. Hein, en Afrique, le tribalisme, voilà. Vouloir épouser une fille de l'autre tribu, c'est comme une déclaration de guerre, c'est un casus belli. Hein? Ça même parfois même au niveau, au sein du même tribu, au niveau des clans, il y a ça. Il y a des moments où quand tu veux prendre la femme dans un autre clan, oui. Et il y a des parents qui sont pas compte tenu de... Clan et tribu, voilà, c'est la même chose. Voilà. Je crois qu'il y a un passage ici, dans le livre de Sola, qui dit ça. Voilà. Je ne sais pas si tu peux trouver le passage qui dit ça, qui montre que même en Afrique, le fait de vouloir épouser l'autre voilà. de l'autre tribu, voilà. C'est presque une déclaration de guerre entre deux tribus. Et c'est une levée de bouclier. Voilà. Bon, l'extrait. Noémie se souvenait des paroles de sa tante Amélia quand elle opposa son veto à leur mariage. Tu n'as, parmi les jeunes d'ici, trouvé personne? Ces gens-là avec qui tu t'es à coquiner n'ont pas nos habitudes, n'ont pas la même culture que nous. Ce sont ceux qu'autrefois nos ancêtres achetaient. Ton Soham, il va te faire souffrir. Je n'ai besoin d'aucune divination pour te prédire cela. Je le sens. Il voudra, à travers toi, prendre sa revanche sur nous, sur notre ethnie, notre clan. Tes enfants seront marginalisés. Les deux côtés d'ailleurs, ils seront là-bas, les enfants de l'étrangère, de la côtière. Quant à nous, nous les appellerons les broussards. Je dis non à ce mariage de toutes les fibres de mon être. Mais dis-moi, tu t'es déjà donné à lui? Le silence obstiné de Noémie lui confirma le fait. Bien sûr, c'est une bêtise. Mais mieux vaut en rester là. Elle s'interrompit et regarda Noémie de la tête aux pieds avec hauteur, mépris et dédain. Aucune fierté. Fierté de ta maison, de ton nom. Mais tu n'es pas n'importe qui pour épouser n'importe quoi.
Oui, ça dit fin tout. De citation. Ça dit tout. Noémie, qui aime sincèrement Solange. Soham. Voilà. Soham, c'est un amour partagé. C'est sincèrement. Mais vous voyez comment les tantes s'interposent. Voilà. Les tassis, comme l'auteur les appelle dans l'œuvre, s'interposent. Voilà. Parce que Soham est simplement d'une autre ethnie et Noémie d'une autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Comment le racisme, le tribalisme est un cercueil. Un lit dangereux pour l'amour en Afrique. Et quand on sait combien dans les familles du littoral, la force des tantes. Oui, bien sûr. La force de malédiction des tantes, on comprend finalement que Noémie n'est pas épousée Soham. Oui, bien sûr. Voilà. Et voilà, c'est pas étonnant. Vous savez, c'est ça l'aspect difficile des choses. De toute façon, la tribu en Afrique, c'est un mur. Parfois plus infranchissable que le mur de Berlin. qui lui a une mais cela continue aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ce blocage au niveau des mariages intertribus. Bien sûr, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pourtant la solution. Pour demain. Voilà. Non, parce que c'est vrai que ici, c'est le côté refus qui a été exacerbé. Bien sûr. Mais on connaît des couples inter. Oui, les couples même, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais en Afrique, on ne se marie pas seul. Bien entendu. On ne se marie pas seul. C'est deux familles ou deux ethnies qui se marient. Voilà. Et parfois, deux communautés. Et deux communautés qui se marient. Et ça, l'enjeu est de taille. Il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Oui. Mais vous comprenez. On peut avancer. Oui. Donc là, on comprend que dans la victime, l'amour finit par triompher. Par contre, dans un fait divers, ça n'a pas été le cas. D'autant plus que quand on connaît le côté militant de Rita Vincent Amenda pour les droits de la femme, elle a quand même essayé de montrer les affres que subissent les femmes dans certains couples. Parce que finalement, malgré qu'elle ait réussi à sauver son mari pour des questions justement de relents, de tribalisme, l'a répudié. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Oui, ça c'est un autre problème. Justement. Entre le couple. Mais ce qu'il faut noter ici, toi-même tu l'as dit, Amenda, militante des droits des femmes, ça veut dire qu'elle a été témoin de beaucoup de choses. Bien entendu. Et comment le tribalisme est une barrière entre les couples qui s'aiment, entre les partenaires dans un couple qui s'aiment. Voilà c'est ce qu'on peut dire. Okay. Bon, selon Sartre, le propre de l'écrivain, c'est de dévoiler le réel. On voit que Yves-Emmanuel Dogbé dévoile le réel sous l'angle sociologique. Bon, dites-moi, est-ce la même chose chez Rita Amenda? Oui, tout ce que nous avons dit le résume un peu. Mais il y a une différence. Voilà. Dogbé a eu une approche purement sociologique dans son mouvement. Il est d'autant plus qu'il est sociologue de formation. Rita Amenda, certes chez elle, le problème est sociologique aussi. Voilà. Nous l'avons vu avec la lecture que tu as faite. Bien entendu. Le poids des tassis qui veulent maudire ce mariage transethnique. Ça, il y a cet aspect. Mais ce qui est très intéressant chez Rita Amenda, c'est qu'elle a dépassé l'aspect sociologique. Bien entendu. Pour approfondir, pour faire de ce problème de couple tribal, enfin entre deux tribus, pour faire simplement un problème tout simplement, pour faire un problème simplement humain,
par un approfondissement psychologique. C'est ça. C'est l'approfondissement psychologique qui a fait de ce problème simplement tribal un problème simplement humain. Et l'auteur crée volontairement une interférence entre les trois thèmes. Voilà. Le thème politique l'amour, et la politique, l'amour et le racisme. Voilà. Et je peux avec un relent de vengeance. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette richesse psychologique-là qui donne à l'œuvre une certaine densité. On invite les spectateurs à lire parce que la guerre psychologique qu'il y a eu entre Noémie et Soham et lors de leur retrouvailles, bien sûr. C'est vraiment pas... C'est très fort. C'est très fort. Et je suis en train de consacrer un article à cela. Oui. Je peux simplement vous donner la primeur. Oui. Je dis dans cet article que Noémie et Soham se sont aimés sincèrement. Bien entendu. Bon, maintenant, en allant chez le général Soham de l'autre ethnie, pour sauver son mari, je parle de Noémie, n'est-elle pas allée pour se rattraper dans l'amour que son ethnie lui refuse, puisqu'elle accepte de lui livrer encore son corps malgré son mariage. Elle est dans un foyer, mais elle a été amoureuse, ils se sont aimés. L'ethnie lui a refusé d'épouser ce général. Mais lorsque il va à ce général pour sauver son mari, alors le prix à payer, mais ce n'est même pas un prix. Elle s'offre, elle veut lui offrir son corps. Mais le général va refuser de jouir de ce corps que lui offre secrètement, par infidélité, son ancien amant. Ce corps que l'autre ethnie lui a refusé publiquement de lui donner. Est-ce par vengeance raciste ou c'est un simple acte d'élégance ou d'héroïsme lorsque le général a refusé de coucher avec cette femme-là, d'autrui de l'autre ethnie, ce qu'on veut lui offrir secrètement, elle a refusé. Est-ce que c'est pas héroïsme? Il y a une certaine dimension épique là-bas. On voit que c'est un héros, c'est un général, c'est un homme de gabarit, puisqu'il a refusé d'être remercié. D'entrer dans le jeu. Dans le jeu. Ça veut dire faire l'amour avec elle pour sauver son mari. Il a fait son travail, il a sauvé le mari, mais sans consentir de faire l'amour avec cette femme, son ancienne amante. Est-ce que ce n'est pas par orgueil raciste? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on lui a refusé, cette femme n'a pas racisme? Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de vengeance raciste? Ensuite, la question que je me pose encore, en allant sur le général, non, ça je l'ai déjà dit, il y a Biova qui refuse de pardonner à sa femme, qu'il a pourtant sauvé. Ne refuse pas de lui pardonner parce qu'au fond, par un complexe de supériorité raciste, ça veut dire pourquoi l'autre ne se vaut rien là, de l'autre race qui va me sauver et de cette. Et tu es allé t'offrir à cet homme-là de l'autre ethnie pour me sauver, moi, le grand révolutionnaire. Ouais, il y a Et cela malgré son innocence. Bien sûr. Quelqu'un a cessé de clamer. Non, elle ne s'est pas donnée. Elle s'est pas donnée. Mais tu sais, l'intention vaut l'acte. Voilà. Et même juridiquement, l'intention vaut l'acte. C'est le général qui a refusé. Sinon, Noémie a commencé à livrer tout son corps, à se déshabiller. Mais Biova n'a pas. Biova. C'est Noémie même qui va expliquer à son mari comment. Par quoi elle est passée. Elle est passée pour le sauver. Lui et toute l'équipe. Bien entendu. De politiciens qui étaient arrêtés. Mais Biova n'a pas accepté. Biova n'a pas accepté et il ne lui a pas pardonné ça. C'est ça que j'ai vraiment trouvé pathétique. Oui, voilà. C'est très dense. Pour revenir à l'attitude de Soham, c'est par amour qu'il a refusé de coucher avec Noémie. C'est par amour. En réalité, pourquoi c'est par amour.
est-ce par racine, par amour? Non, c'est par amour. C'est là où le jeu de l'auteur devient intéressant. Elle a créé une sorte de zone grise là, où on n'arrive pas à démêler l'interférence entre le racisme et l'amour. Parce que qu'importe le temps et les événements, et leur amour, il y a toujours ce feu d'amour. Oui, c'est une interprétation. Oui, mais moi, ce qui m'a intéressé, moi, c'est cette interférence-là. Où on ne voit pas la frontière, cette zone grise, on ne voit pas la frontière entre l'impact du racisme, l'impact de l'amour, l'impact du politique. Tout est un peu mélangé. C'est le lecteur qui voit, ça devient un jeu savoureux là, et qui crée une densité psychologique. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Bon, là, je crois qu'on a quand même parlé assez parlé du contenu. Oui. Et on va maintenant parler de la forme. Oui. Et là, je veux parler de l'esthétique. Oui. Voilà. Parce que la littérature est avant tout une question d'esthétique. Bon, maintenant, avez-vous pu noter quelque chose plus précisément dans la forme et le style? Non, avant ça, peut-être que je peux te parler de l'impression générale. Voilà. L'impression générale que j'ai eue en lisant l'œuvre, c'est que les deux tonalités dans l'œuvre sont réalistes. Bien entendu. C'est des histoires que nous vivons souvent. Et qui sont toujours d'actualité, il faut le rappeler. Parfois, on se croit bien en Afrique, mais on se croit surtout au Togo. C'est des réalités que nous vivons, dont les tonalités sont réalistes. Et les deux styles sont classiques. C'est ça. Les deux styles sont classiques. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chez Dogbé, l'intrigue est assez froide. Elle est assez froide. L'écriture n'a pas assez de sensibilité. Et parfois, c'est didactique. J'ai l'impression que Dogbé veut simplement exprimer des idées. C'est un sociologue. C'est un sociologue. Il veut c'est un roman d'idées, comme on le dit souvent. Il veut exprimer des idées. Voilà. Alors que la littérature, ce n'est pas seulement exprimer des idées, c'est le fait d'être expressif. Voilà. C'est ce qu'on remarque chez Amenda. Voilà. Son écriture est très expressive. C'est ça. La tonalité tragique, ce conflit entre l'amour, le racisme, tout ce que, comme je l'ai dit, il y a assez d'affabulation, de dramatisation. Je crois que j'ai trouvé l'écriture d'Amenda plus expressive. Et Dogbé, lui n'a voulu que exprimer, à mon avis, des idées. Et je crois que là aussi, elle a fait montre d'une mauvaise piste dès le début de la nouvelle. Oui, bien sûr. On se croirait dans un roman purement politique. Voilà, tu as tout dit. Oui, là, c'est le jeu de la narration. Bien entendu. Oui, c'est parce que Amenda, c'est un procès de littérature. On se comprend, elle utilise toutes les ressources. Justement. Et lorsque le roman immédiat, le roman commence par par une tonalité politique, pas un événement politique. C'est une histoire, de collaborateurs d'un régime politique, on se croit en parti unique, où on découvre beaucoup de clichés, timonier, ceci, cela, dans la bouche de ses collaborateurs. Comme cela se passe couramment sous les tropiques. Et puis, histoire de collaborateurs d'un régime de parti unique et des comploteurs. D'un comploteur qu'on veut livrer à une vindicte populaire. Réel ou imaginaire. Et puis réel ou imaginaire. Plus proche de la réalité. J'ai dit que c'est réaliste. Mais c'est ce qui est... Et tout de suite, on se rend compte que l'enjeu du récit n'est pas là. L'enjeu du récit, c'est le conflit entre l'amour et le tribalisme. Vous voyez? Et là, l'auteur revient en flashback pour planter tout ça, pour exprimer tout ça, pour nous montrer, n'est-ce pas, ce méli-mélo, ce conflit entre le tribalisme et l'amour. Et c'est ça qui rend le roman très savoureux. Et on parle d'un côté, mais l'enjeu est ailleurs. Et voilà. Et même
je parle toujours de la narration. Le meurtre du général à la fin. Ça crée un suspense. Voilà. On se demande pourquoi Noémie, qu'on voit bien derrière ce meurtre-là, pourquoi Noémie est allée tuer le général. Et ça crée un grand suspense. Et on a l'impression que... On se pose beaucoup de questions. Et voilà comment... Que s'est-il passé? Voilà, on arrive là. Voilà la nouvelle. Et ces jeux de narration ont donné vraiment de la saveur. Et je crois, comme tu l'as dit, de l'expressivité. En tant que professeur de littérature, elle a quand même amené une fin brusque. Voilà. Brusque. Et avec suspense. Ce qui est... Et c'est ça la littérature. Voilà, voilà ce que je peux dire. La littérature, c'est ça. Ce n'est pas seulement exprimer des idées, mais c'est être... Tu vois, la littérature, c'est se servir d'une histoire. Voilà. L'idée est portée par l'histoire. Et une histoire qui est portée par une sensibilité, et une sensibilité qui porte encore l'idée. Voilà. C'est ça qui rend... Et je crois que tu l'as bien dit tout à l'heure, parce que quand on lit Amenda, l'histoire en soi-même donne une idée de ce combat entre l'amour et le... Par contre, dans la victime, on sent que l'auteur amène ses idées à travers les personnages. Voilà. Certains dialogues, à la limite, c'est comme... la dissertation. Voilà, une dissertation. Voilà. C'est que thèse, antithèse. Et voilà. Non, comme je l'ai Parfois dit. même, il n'y a pas l'antithèse, il n'y a que la thèse. C'est là où on sent que les idées de l'auteur dominent dans le livre, parce que bon, il faut avouer qu'en dehors du combat entre l'amour et le racisme, il y a d'autres aspects, par exemple le sous-développement. Oui, c'est ça, il y a pas mal de... Il y a aussi l'arrivisme des intellectuels africains. Bien sûr. On sent qu'il a voulu faire véhiculer ses idées à travers plus les idées que de faire comme d'art. Oui, c'est ça. La littérature, c'est surtout une sensibilité qui porte les idées. Les idées exprimées avec habileté, avec enchaînement, de façon que on a l'impression dans une simple histoire, mais qui porte fortement une idée. C'est ce que Amenda a fait. Mais dans la narration de Dogbe, il y a trop de descriptions décoratives. Un peu trop de didactisme, un peu trop de digression, tout ça. C'est ça qui fait la différence. Voilà, je crois qu'on a assez parlé de ces deux œuvres-là. Et je crois qu'on peut conclure, à mon avis. Oui. Bon, justement, quelle conclusion pouvez-vous tirer à travers ce regard croisé entre ces deux œuvres? Oui, mais on l'a déjà dit, je crois plus ou moins. Tout ce que moi je peux dire, si je peux conclure, c'est que c'est un roman, le roman de Dogbe, moi je le place dans son contexte. C'est ça. À l'époque où il publiait ça, il y avait combien de romanciers? C'est ça. C'est ça qui a fait même que son roman a trop duré dans le programme. Ça a fait pratiquement 30 ans, alors que d'autres œuvres sont venues après, tout ça. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui peut être une sorte de critique, et ça c'est mon avis, de critique littéraire. Pour avoir trop duré dans le programme, ce roman a fait un peu mal aux jeunes écrivains, qui parfois ne jurent que par ce roman, et une fois qu'ils ont écrit une histoire, ils croient qu'ils ont écrit un grand roman. Parce que justement, Dogbe, lui ne veut exprimer que... Leur modèle, c'est Dogbe, qui ne veut exprimer que des idées. Un roman, c'est d'abord un récit qui est porté par une sensibilité, et c'est la sensibilité qui porte les idées pour leur donner tout leur lustre. Tout leur lustre. Voilà, merci. Et je crois que c'est ça qui a pesé un peu dans le choix de cette œuvre pour l'émission d'aujourd'hui, parce que c'est un clin d'œil qu'on fait aux candidats et au bac, surtout. Bon, c'est pas un souhait, mais il y aura quand même ceux qui seront admissibles, qui auront passé l'oral. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc,
s'ils suivent l'émission, je crois que ça leur apportera un petit plus. Et puis, c'est d'ailleurs l'un des objectifs de cette émission, voilà. Arriver à susciter la réflexion, voilà. À ouvrir le champ, tant des acteurs de la chaîne du livre que des lecteurs et des apprenants. Voilà. Et je ne peux que te remercier d'être toujours avec nous pour discuter autour surtout des œuvres de la littérature togolaise. Et tant les plus significatives que les moins, parce qu'il faut toujours... Bien sûr, non, on fera tout. Il n'y a pas que les œuvres majeures. Oui, il y a les œuvres mineures, ça fait aussi partie de la littérature. Bien entendu. Bon, même s'il y a des chefs-d'œuvre dans une littérature, tous ne sont pas abordables. Bien entendu. Est-ce que les élèves de 5e, de 4e, bon, on peut leur donner... toutes les œuvres, quel que soit leur... Il ne peut pas lire Kossi Efi. Il ne peut pas lire Kossi Efi, par exemple. Bon, je crois que... Voilà, bon, donc... comme on le dit d'habitude, même les plus grands festins ont une fin. Et le deuxième numéro de Secret d'un livre arrive ainsi à son terminus. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir communié avec nous. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui assure la réalisation de cette émission. Et on se donne donc rendez-vous au prochain numéro. Oui. Et vivons les écrits, car l'écrit, c'est pour la vie. Portez-vous bien.